Rebonjour dimanche en politique. Suite au gouvernement, la droite donne le tempo sur l'immigration, les choix économiques également, et peut-être que ça aura des conséquences jusqu'à la présidentielle. En attendant, il va falloir conserver les équilibres au sein du socle présidentiel, tout en se ménageant en partie les oppositions pour éviter que François Bayrou ne connaisse le sort de son prédécesseur, c'est-à-dire la censure. Invité de dimanche en politique, Aurore Bergé, bonjour. Vous êtes ministre de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. On va parler d'une affaire qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est 2 fois parlé, mais c'est important, le procès de Joël Le Squarnec, accusé de violences sexuelles sur 299 patients, en grande majorité des mineurs. Est-ce que ça permettra une prise de conscience sur les abus sexuels ou les violences dont sont victimes les enfants? Le médecin a reconnu avant-hier avoir abusé sexuellement de la fille de son fils. L'ex-chirurgien avait été arrêté en 2017 pour le viol de sa voisine de 6 ans. Il avait tout consigné, ses actes, dans des carnets. Le procès va durer plusieurs semaines. Vous avez déposé l'année dernière, une proposition de loi pour abolir la prescription au civil des violences sexuelles dont sont victimes les mineurs. Ça pourrait être intéressant dans ce cas. Est-ce qu'il y a urgence à ce qu'elle soit adoptée? Elle avait été rejetée par les députés. Déjà, c'est un fléau absolu, la question des violences sexuelles sur nos enfants. On parle de 160 000 victimes chaque année potentiellement. Vous savez, quand on le rapporte à une salle de classe, on dit que quand on ouvre la porte d'une salle de classe, c'est 2 à 3 enfants qui en sont les victimes. Ça veut dire que ça se passe dans l'intimité, ça se passe dans la famille, ça se passe dans l'entourage proche, ce qui nous paraît évidemment insoutenable et insupportable. Et là, on parle de 299 victimes dans le cas de l'affaire Le Squarnec qui avaient entre 1 an et 68 ans. Est-ce qu'il y a urgence donc oui, il y a urgence pour moi parce que je pense qu'aujourd'hui, on inflige aux victimes, au moment où elles sont enfin en capacité de parler, une violence supplémentaire. Parce qu'on dit aux victimes, en fait c'est trop tard, il fallait vous réveiller plus tôt, il fallait parler plus tôt. Mais quand vous avez vécu ces violences absolument insupportables quand vous étiez enfant, vous avez vécu avec le poids du secret, le poids de la honte, le poids de la culpabilité, l'incapacité en fait à en parler, que ce soit Le Squarnec, que ce soit Betaram. Regardez l'âge aujourd'hui de ces adultes qui prennent la parole. Il faut que ce soit imprescriptible. Il faut que ce soit imprescriptible. Il faut qu'on dise, quoi qu'il arrive, si vous le souhaitez, vous aurez accès à la justice et on l'espère à la réparation que nous voulons. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça fait écho évidemment à Notre-Dame de Betaram dans les Pyrénées-Atlantiques. Plus de 150 plaintes ont été déposées par d'anciens élèves pour mauvais traitements, abus sexuels, violences. François Bayrou est dans l'œil du cyclone. Il est appelé régulièrement à l'Assemblée nationale à se justifier pour savoir s'il était au courant parce que sa famille enseigne. Je crois qu'il a été très clair sur le sujet. Mais est-ce qu'il est normal qu'il s'explique devant les députés tout simplement? Il l'a fait. Ouais, de toute façon, c'est ce qui se passe évidemment. Par principe, le gouvernement est à la disposition du Parlement. C'est à nous de répondre. On est responsable devant le Parlement, donc c'est à nous de répondre aux questions qui sont posées. Mécanique du scandale. Après, ce que je constate, c'est juste qu'on voit de manière très récurrente ces questions en effet venir. Pour le viser lui, plutôt que de parler du cœur du sujet, ce sont ceux qui ont abusé de ces enfants, ceux qui les ont violentés, ceux qui en ont fait des victimes à vie. Parce que ces enfants devenus adultes, ce qu'ils disent, c'est « nous, on a été condamnés à perpétuité par les violences que l'on a subies ». Et c'est ça l'enjeu, c'est ça la seule question qui doit nous obséder, c'est comment il n'y a plus de Betaram et comment ceux qui ont vécu ces violences-là obtiennent réparation. Beaucoup d'associations s'étonnent que dans le gouvernement actuel, il n'y ait pas de ministère dédié au droit à l'enfance. C'est un oubli gênant? Alors, aujourd'hui, c'est Catherine Vautrin qui est aussi la ministre des Familles, donc il n'y a pas d'oubli. Et il y a eu l'annonce par le président de la République que de toute façon, un haut commissariat à l'enfance sera créé, donc je pense que ça interviendra rapidement. Moi, Comment expliquer ce raté, ce manque? Non, je pense que c'est pas... Écoutez, en tout cas, déjà, le président a dit qu'il y aura un haut commissariat à l'enfance. 2, vous voyez, quand nous, on traite de la question des violences sexuelles, moi, ce que je vois en tant que ministre de l'égalité, c'est qu'en fait, il y a une forme, malheureusement d'ailleurs, et qui est assez insupportable, de continuité. Beaucoup de celles et ceux qui ont subi des violences enfants, soit resubissent des violences adultes, soit, et c'est aussi ce qu'on a vu dans l'affaire Mazan, deviennent eux-mêmes des auteurs de violences. Donc on a cette nécessité d'interrompre ce cycle infernal des violences, et ça commence par la protection que nous devons à ceux qui sont les plus fragiles dans une société, les plus vulnérables, c'est-à-dire nos enfants. Les retraites, de l'enfance aux retraites, vous voyez, mais c'est la vie. Hein. Le fait que François Bayrou redonne la main aux partenaires sociaux va-t-il permettre de corriger des anomalies, notamment pour que les femmes soient aussi bien traitées que les hommes quand elles arrivent à la retraite? Au bout du compte, ce sont les Français qui pourraient être amenés à trancher par référendum. Pour nous, c'est terminé.
effectivement, nous ne participerons pas à cette mascarade où on veut nous faire dire qu'effectivement, la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays. Il y avait une équation financière à 6 milliards d'euros en 2030 à trouver. Donc ça va être difficile, ça va être sérieux en termes d'échanges. Nous avons participé à cette première réunion avec un objectif très clair, obtenir l'abrogation de la réforme 2023, le retour à 62 ans. On va essayer de résorber les inégalités de retraite entre les femmes et les hommes, la partie famille, les enfants, bien évidemment la pénibilité, usure professionnelle. Il faudra être très vigilant parce qu'il n'est pas question de charger davantage le coût du travail et de bouger les cotisations tant pour les salariés que pour les employeurs. Que ce soit pour résoudre le problème d'équilibre du système par répartition ou que ce soit pour un système de complément de capitalisation pour assurer le niveau de vie, nous pensons que de toute façon, il faudra travailler plus. Face aux tensions dans le conclave sur la réforme des retraites, François Bayrou propose une solution choc. J'ai toujours dit que lorsque des questions sont bloquées, le référendum est une issue. La Constitution est claire dans ces termes et j'aurais à m'exprimer au bon moment. Je pense qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Il y a déjà eu un texte de loi, il n'est pas si vieux. Là, la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une meilleure réforme, et c'est aux partenaires sociaux d'en débattre et, je l'espère, de trouver un accord. Aurore Bergé, la réforme Borne repoussant l'âge de départ à la retraite à 64 ans a été adoptée, on s'en souvient, après les 49.3. Est-ce qu'aujourd'hui, pour réconcilier, j'allais dire, les Français avec cette réforme des retraites, un référendum, ce serait une bonne idée? Déjà, je crois qu'il faut laisser le temps quand même que cette négociation entre les partenaires sociaux puisse aboutir. C'est pas moi qui parle du référendum, c'est le Premier ministre. Non, mais j'entends, mais moi, vous me posez à moi la question. Par principe, déjà, c'est pas à moi de choisir s'il doit y avoir un référendum ou pas. C'est la prérogative du président de la République. Est-ce que ce serait une bonne idée, tout juste? Moi, d'abord, ce qui me frappe, et ça me frappait d'ailleurs de votre invité précédent, c'est que tout le monde parie sur l'échec. Tout le monde parie sur l'idée qu'en fait les partenaires sociaux ne peuvent pas négocier et ne peuvent pas aboutir. Les écarts sont grands, avouez. Oui, mais on nous a reproché, à nous, de ne pas suffisamment donner la main aux partenaires sociaux. Et donc quand on donne sincèrement la main aux partenaires sociaux en disant tout est sur la table, on parie sur le fait qu'ils n'arriveront pas à négocier, à se mettre d'accord. Parce que l'écart est grand entre ceux qui veulent le retour à 60 ans, d'autres une retraite à capitalisation. Mais est-ce que ça veut dire que pour autant c'est impossible qu'il y ait des avancées ? Moi, je crois qu'il peut y avoir des avancées. Et s'il y a une meilleure réforme qui peut être mise sur la table, qui en effet ne va pas complètement désarticuler l'enjeu essentiel quand même du financement, parce que c'est ça quand même à la fin, c'est comment on finance justement le système de retraite, eh bien alors oui, je pense que nous irons vers ce que les partenaires sociaux auront décidé. Mais que ce soit sur les questions de pénibilité par exemple, sur la question, on va y revenir je pense, question des carrières des femmes, il y a sans doute des choses sur lesquelles les partenaires sociaux doivent être au cœur des discussions. Et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, parce que les partenaires sociaux mettent vraiment sur la table le fait qu'il y a vraiment des inégalités énormes entre les hommes et les femmes à la retraite, 40% de moins pour les femmes. Franchement, c'est un raté de la réforme Borne, ça. Alors, il faut quand même avoir en tête que la réforme des retraites, c'est d'abord la conséquence de la carrière qu'on a eue ou qu'on n'a pas eue. Donc nous, notre principale préoccupation, elle doit d'abord être là. C'est pas uniquement de rattraper à partir de 60, 62, 63 ou 64 ans les écarts pour espérer que vous viviez mieux la fin de votre vie. L'enjeu, c'est comment, tout au long de la vie, on a des femmes qui sont au même niveau de rémunération, de protection, et comment la parentalité, notamment, ne pèse pas uniquement sur les femmes. C'est pour ça que je plaide sur la création de ce congé de naissance pour permettre aux femmes et aux hommes de pouvoir, s'ils le souhaitent, s'arrêter plusieurs mois et que la parentalité, ce ne soit pas que cette image avec une femme et son enfant, mais ce soit aussi un père avec son enfant. C'est pour ça aussi que je vous l'annonce, mardi, nous réunirons avec Astrid Panosyan-Bouvet les partenaires sociaux, la ministre du Travail, de manière à commencer la transposition de la directive transparence salariale. Parce que ça, c'est un enjeu majeur. La France a été le premier pays à mettre en place un index égalité professionnelle. Parce qu'on ne change bien, on ne corrige bien que ce qu'on mesure. Les entreprises de plus de 50 salariés et qui ont dû déposer leur dossier là, samedi. Là, ils avaient jusqu'au 1er mars, en effet, pour le faire. Et donc, on verra vite qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Et vous savez qu'il y a des obligations, évidemment, à publier. Et sinon, ils s'exposent à des sanctions. Mais vous voulez plus de transparence. Plus de transparence. C'est-à-dire que ce soit réellement suivi des faits. Alors que ce soit suivi des faits et puis avec des mesures nouvelles. Le fait, par exemple, que quand vous publiez une offre d'embauche, vous annonciez le salaire. Il n'y a qu'en France où vous n'annoncez pas le salaire. Vous publiez une offre en disant salaire selon le profil. Donc il se passe quoi ? Ça dépend de l'entretien, de votre capacité à savoir négocier, à ne pas savoir négocier. De la situation familiale. De la situation familiale. Et étonnamment, c'est très défavorable aux femmes. Le fait qu'on publie demain, encore une fois, dans une offre d'embauche, quel est le salaire auquel vous pouvez prétendre ? Le fait qu'un employeur n'ait plus le droit de vous dire
Mais vous aviez gagné quoi avant? Parce que du coup, quand on vous pose en permanence cette question, s'il y avait déjà un écart entre les femmes et les hommes, ben l'écart entre les femmes et les hommes, il reste tout au long de la vie et vous n'arrivez jamais à le corriger. Donc la transposition de cette directive, donc de cette loi européenne dans le droit français, va permettre de renforcer encore notre capacité à faire en sorte que tout au long de la vie, et pas juste au moment de la retraite, mais tout au long de la vie, on parvienne à cette égalité. Pour cela, vous avez besoin donc de l'accord de tous les partenaires sociaux, c'est ce que vous dites. Alors, on les consulte évidemment, parce que c'est comme ça que notre droit est composé, parce que la directive, elle s'impose à nous, mais ça nécessite une loi pour la transposer. Et la logique, c'est évidemment de négocier, de travailler avec l'ensemble des partenaires sociaux. Donc, c'est ce qu'on fera avec Astrid Panossian mardi. Et vous pensez que ce sera adopté? Je pense que là, on est sur un sujet qui devrait créer du consensus. Je vois mal les entreprises nous dire qu'il faut moins de transparence salariale. Je vois moins les organisations. Mais elles vont vous dire c'est des contraintes de plus. Oui, mais c'est des contraintes qui sont bonnes pour le pays à partir du moment où, encore une fois, on atteint l'égalité réelle. Qui peut se satisfaire aujourd'hui qu'à travail égal, salaire égal, ce soit encore un slogan et que ce ne soit pas exactement la réalité? Est-ce qu'on a envie que nos enfants, demain, aient encore à subir des inégalités à l'embauche? Non, les entreprises ont largement progressé. La loi française a permis qu'elles progressent. Eh bien, ça montre aussi que l'Europe permet de nous faire avancer dans le bon sens. Aurore Bergé, vous êtes une figure connue de la Macronie pour être passée par plein de postes, de député à présidente de groupe, ministre, sans craindre de créer des polémiques. Depuis 2 mois dans le gouvernement Bayrou, la revoilà, ministre chargée de... Égalité entre les femmes et les hommes. Discrimination, c'était votre ancien portefeuille. Oui, que j'ai retrouvé. Que vous avez retrouvé. Après une petite période Barnier, vous aviez disparu. Pas disparu, j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai travaillé, j'ai déposé une proposition de loi qui est importante. En 8 ans de macronisme, Aurore Bergé s'est fait un nom et une réputation. Jamais trop rebelle, moi j'aime bien. C'est au salon de l'agriculture qu'on me l'a donné. Peut-être qu'ils se sont dit qu'il y avait un trait de caractère commun entre le poivron et moi. Je pense que quand on fait de la politique, il faut savoir s'affirmer. Qui dans cet hémicycle fait la courte échelle à l'extrême droite? C'est vous! Anciennement patronne des députés macronistes, elle est souvent montée au créneau contre les insoumis qui les lui rendent bien entre joutes verbales et émotions, jusqu'aux larmes. Remettre en cause la sincérité qui est la mienne sur ce combat, comme vous l'avez fait, je ne peux pas continuer à le laisser passer. Parmi ses combats de toujours, la laïcité et la lutte contre l'antisémitisme, réactivée depuis l'attentat du 7 octobre. Une partie de l'hémicycle qui, heureusement, est minoritaire dans notre pays. Minoritaire à considérer que l'antisémitisme est résiduel. C'est un des leviers politiques que vous actionnez souvent. C'est pas un levier. C'est parce qu'on constate aujourd'hui que malheureusement, l'antisémitisme, il ne s'est pas évaporé. Pourquoi ça vous touche? Que le simple fait qu'on pose la question sous-entend, comme tu n'es pas toi-même juive, c'est presque étonnant que tu t'y intéresses. Mais c'est un problème, en fait, qu'on pose la question. Depuis quand on aurait besoin d'être soi-même directement concerné pour se sentir touché, en fait? Ministre, prête au combat, la voilà dans les filets de la Cour de justice de la République pour soupçon de faux témoignages devant l'Assemblée nationale dans le scandale des crèches privées. Quel droit aussi à la présomption d'innocence, à partir du moment où c'est seulement une instruction qui est en cours, peut-être demain une mise en examen, c'est sans doute la suite logique. Donc moi, je m'attends à ça. Mais ce que je sais, c'est que ça ne m'empêche pas de travailler. Travailler sans peur, avec la justice comme menace et l'instabilité politique pour décor. Aurore Bergé, on revient sur cette affaire. Vous faites l'objet d'une plainte instruite par la Cour de justice de la République pour faux témoignages pour vos liens supposés. C'est pas une plainte, c'est un signalement qui avait été fait par la France Insoumise au bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de plainte qui a été déposée contre moi. Mais maintenant, c'est dans les mains de la Cour de justice de la République. Bien sûr. Vous dites que vous attendez éventuellement à être mise en examen parce que c'est la suite logique. Je dis que je pense que oui, c'est la suite logique. Dans ce cas-là, vous démissionnez ou vous restez? Mais déjà, c'est pas à moi d'en décider. Je demande à avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs que chacun Donc pas de démission, de nos forcément. concitoyens, c'est-à-dire le droit à la présomption d'innocence, le droit à poursuivre mon travail. Une mise en examen, c'est toujours l'innocence. Et mon engagement, encore heureux. Et on a vu dans des affaires très récentes que des mises en examen avaient ensuite été en absence d'infraction, par exemple. Donc voilà, moi, je suis à la disposition, par principe, de la Cour de justice de la République et je lui réserverai, comme vous l'imaginez, mes réponses. Sur les crèches privées, oui. Est-ce qu'il y a là un travail de transparence, vous disiez tout à l'heure, à faire parce qu'il y a des choses anormales qui s'y passent? Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en tant que ministre. Je suis la ministre qui a changé la loi
pour garantir que des contrôles soient réalisés dans les grands groupes de crèches privées. Je suis la ministre qui a mis en place une stratégie de lutte contre les maltraitances, parce que le scandale, quand on parle de scandale des crèches privées, c'est une petite fille qui a été tuée dans une crèche à Lyon. Et donc ça, c'est absolument insupportable et ça nécessitait de renforcer les contrôles, de renforcer les effectifs, d'avoir une vraie stratégie de lutte contre les maltraitances, d'avoir enfin un référentiel national dans les crèches, qui n'était pas le cas. Chacun avait son propre référentiel, et d'avoir des contrôles sur pièce et sur place au siège des grands groupes privés. Donc moi, j'ai changé la loi pour que ce soit possible. Maintenant, je ne suis pas ministre en charge de cette question-là, donc ce n'est pas moi qui peux ordonner que ces contrôles soient réalisés, mais ces contrôles doivent évidemment l'être. C'est aussi en lien avec les conseils départementaux, puisque vous savez que c'est eux, via les PMI, qui peuvent aussi réaliser, maternelle et infantile, qui peuvent réaliser ces contrôles. Donc ce qu'on doit, encore une fois, c'est la protection des plus fragiles, des plus vulnérables. C'est évidemment la question de nos enfants. Ce qu'on doit aussi, c'est la reconnaissance de ces professionnels de première ligne. Là aussi, c'est moi qui ai permis la revalorisation des salaires et des rémunérations de ces professionnels, puisque l'État a mis en place, sous mon égide, une enveloppe de 200 millions d'euros par an, alors même que l'État n'est pas employeur direct des professionnels, pour garantir qu'elles aient une meilleure rémunération, évidemment. Vous avez relancé, on l'a dit, les assises de lutte contre l'antisémitisme qui vont se conclure en avril. Vous estimez que l'antisionisme est une nouvelle forme de l'antisémitisme. Alors on va définir. L'antisionisme, c'est la négation de l'État d'Israël. Exactement. Ça pourrait être inscrit dans la loi, donc. Alors moi, j'ai lancé justement ces travaux avec des professionnels du monde de la justice, puisque nous avons des professeurs de droit public, nous avons des magistrats, nous avons des avocats qui doivent y travailler. Mais je pense qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, derrière l'antisémitisme, il y a l'islamisme. Et ça se ressent et ça se voit. Ça se voit sur des campus, ça se voit dans une université. Là, c'est une étape de plus. Parce qu'avant, vous disiez... c'est très lié, antisionisme et islamisme. Vous voyez bien aujourd'hui... Mais vous êtes bien d'accord que là, vous êtes sur une étape supplémentaire. Je ne sais pas si c'est une étape supplémentaire. Je pense que c'est de la clairvoyance. Non, vous avez dit derrière. Il faut être très clairvoyant, encore une fois, sur d'où viennent les attaques. Dans l'antisémitisme, derrière, il y a l'antisionisme, mais vous n'aviez pas dit il y a l'islamisme. Mais moi, je vous le dis et je vous l'affirme très clairement, parce que c'est malheureusement ce que subissent beaucoup trop de nos compatriotes juifs. C'est une guerre des religions que vous êtes en train de décrire. Non, l'islamisme, c'est pas une religion. C'est une guerre de quoi? Non, l'islamisme, c'est pas une religion. L'islam est une religion que je respecte. Et les musulmans, et nos compatriotes français, je les respecte tout autant que tous les autres. Donc il n'y a pas de hiérarchie dans les combats d'ailleurs à mener contre toutes les formes de discrimination ou toutes les formes de haine. Il y a une spécificité de l'antisémitisme qui malheureusement a continué à se propager à travers les siècles, qui se réinvente, qui mute, qui se renouvelle dans ses formes. Et qui est lié à l'islamisme. Et aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé en Israël, regardez les attentats terroristes du 7 octobre dernier. Si ce n'est pas au nom de l'islamisme, c'est au nom de quoi que le Hamas a perpétré ces actes insupportables? Et en France, oui, je considère que l'antisionisme est évidemment alimenté par l'islamisme. Et ça n'est pas une religion, l'islamisme. Ça, il faut être évidemment extrêmement clair sur cette question-là. Donc oui, s'il faut changer la loi, je suis prête évidemment à ce que la loi soit changée, parce que je veux de la protection pour l'ensemble des Français. Non, je ne crois vraiment pas. Ni au gouvernement, parce que vous voyez bien la détermination qui est la nôtre sur cette question-là, ni de la part du président de la République, ni je crois de la part des Français qui, eux, heureusement, depuis le 7 octobre, voient bien que nos compatriotes juifs ont été malheureusement victimes de cette violence et de cette haine antisémite, et qu'ils ne veulent pas la laisser passer. Il est l'heure de retrouver Laurence Perron, journaliste politique à France Inter. Rebonjour Laurence. Rebonjour Francis. Pour d'abord évoquer l'une de ces affaires d'abus sexuels ou de domination dans le monde politique qui servent parfois à régler des comptes. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'affaire Julien Bayou, qui a finalement, dont la plainte pour harcèlement moral a été classée sans suite pour absence d'infraction. Est-ce que vous considérez que la justice est passée et que désormais l'affaire est close et que Julien Bayou pourrait éventuellement refaire de la politique? Oui, évidemment, et je crois que ce qui lui est arrivé a été extraordinairement violent. C'est-à-dire qu'il a dû quitter la présidence du parti, la présidence du groupe, il a dû ne pas se représenter aux élections législatives, manque de soutien aussi de la part des siens, et je crois que ça, c'est extrêmement grave. Et c'est là où il faut toujours réaffirmer qu'à un moment, le primat, c'est le primat judiciaire, et qu'on ne doit pas régler cela par coup d'enquête interne, parce que les enquêtes internes, en fait, c'est pas la justice. Donc il faut laisser la justice agir et pas on peut mettre des mesures conservatoires. On peut mettre des mesures conservatoires, c'est-à-dire que si vous êtes, moi j'ai été présidente de groupe, si tout d'un coup vous avez un certain nombre de demandes qui sont faites parce qu'il y a un risque autour d'une personne et parce que cette personne créerait du trouble, des difficultés, la justice qui alors on peut prendre des mesures conservatoires, mais c'est pas à nous de dire qui est coupable. C'est la justice qui n'est pas. Évidemment que c'est la justice. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on n'est pas allé un peu trop loin dans le
MeToo, et on croit les victimes de manière inconditionnelle. C'est le fameux hashtag « On vous croit ». Est-ce que c'est allé trop loin ? En fait, ce qui s'est passé là, c'est un règlement de compte politique. C'est ça qu'a subi Julien Bayou. C'est-à-dire qu'une autre figure du parti l'a cloué au pilori sur un plateau de télévision. Sandrine Rousseau, pour ne pas donner son nom. Oui, mais c'est ça qui est insupportable. Encore une fois, c'est pas le tribunal médiatique qui fait une vérité judiciaire. C'est pas le tribunal politique qui fait la vérité judiciaire. Et nous, on doit à chaque fois être sur cette ligne de crête extrêmement difficile, qui est de dire aux victimes, on accueille et on respecte votre parole et on vous garantit l'accès à la justice, mais la seule vérité qui peut à un moment exister doit être la vérité judiciaire. Et on avance. Alors, la crise ukrainienne est à son paroxysme. Aujourd'hui, tous les partis politiques ou tous les patrons ou patronnes de partis politiques se sont exprimés. Gabriel Attal, le patron de Renaissance et des députés aussi du groupe Renaissance, où il va y avoir d'ailleurs un débat à l'Assemblée nationale demain, est étrangement silencieux. Est-ce qu'il n'y a pas de ligne à Renaissance pour le moment ? Il y a une ligne qui est très claire, c'est celle du président de la République. Donc il n'a pas besoin de s'exprimer, Gabriel Attal. Ça, c'est lui qui s'exprimera s'il le souhaite. Il était en Ukraine cette semaine d'ailleurs, donc je pense qu'il n'y a aucun doute sur la ligne qui est la sienne. Moi, ce que je sais, c'est que la ligne de la France, au-delà d'être la ligne de notre parti, c'est celle du président de la République. Et que depuis 8 ans, il porte l'idée d'une indépendance qui est aussi une indépendance et une souveraineté européenne. Et qu'il a été souvent seul sur ce credo-là pour renforcer notre indépendance et notre souveraineté. Et je vois une forme d'esprit de défaite quand même qui existe aujourd'hui, notamment de la part du Rassemblement national sur cette question-là, qui n'a jamais cru à la souveraineté européenne, qui n'a jamais cru à l'indépendance européenne. Et c'est ça plus que jamais dont nous avons besoin aujourd'hui face à la Russie, qui reste évidemment l'agresseur, mais aussi face à cette scène surréaliste à laquelle nous avons assisté du président américain, dans la manière avec laquelle il a remis en place le président ukrainien, oubliant qu'encore une fois, nous sommes les alliés évidemment de l'Ukraine, et nous sommes aux côtés de l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle retrouve la plénitude de l'intégrité territoriale qui est la sienne. Alors, pour en revenir à Renaissance et à Gabriel Attal, vous n'avez pas été intégré. Vous avez été exclu d'une certaine manière des instances exécutives. Non, je suis au bureau exécutif du parti. Oui, mais de l'équipe proche. Ah oui. Est-ce que vous le regrettez ? Je n'ai pas forcément souhaité avoir de rôle dans le parti. On est un certain nombre à avoir accepté d'être dans les instances. Je pense à Gérald Darmanin, à Bruno Le Maire, sans avoir demandé à y avoir un quelconque rôle. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait un parti qui soit en ordre de marche. Il faut reprendre ce que nous étions au début, c'est-à-dire qu'il soit en mouvement, notamment pour les élections municipales. On a cette nécessité absolue, dans un an, de réussir les élections municipales pour démontrer qu'on ne s'est pas évaporé, parce que moi je ne crois pas à la parenthèse. Ça n'a pas très bien marché d'ailleurs en 2020. Alors, je ne crois pas à la parenthèse du macronisme. Moi je crois que c'est un mouvement d'idées qu'a porté le président de la République et qu'au-delà... Alors moi, je ne serai pas moi-même candidate au municipal parce que je suis conseillère régionale, mais je serai en soutien évidemment de nos équipes. Bien sûr, après les élections municipales, arrivera 2027 qui est déjà dans toutes les têtes. Gabriel Attal est quasiment candidat. Est-ce que ce sera votre candidat ? Mais je crois qu'on ne sait pas encore ni qui sera sur la ligne d'arrivée, ni même qui sera sur la ligne de départ. Enfin, il s'y prépare quand même. Mais plein de gens s'y préparent. Mais ce que je sais, c'est d'autres comme Édouard Philippe, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui est votre collègue au gouvernement. On verra. Moi, ce que je sais, c'est que si on veut être sur la ligne de départ, il faut travailler. Il faut obtenir des résultats, il faut avoir du courage aussi par rapport au thème qu'on a abordé aujourd'hui. Comment on fera pour départager tous ces gens ? Et il faudra surtout qu'on arrive à avoir un seul candidat. Moi, je crois à ça. Pas forcément macroniste d'ailleurs. Mais en tout cas, qui porte les combats qui sont les nôtres et les convictions qui sont les nôtres. Moi, je ne sais pas quelle sera l'étiquette. Ce que je veux, c'est qu'on ait un ou une candidate d'ailleurs qui puisse à un moment incarner nos combats, nos convictions et qui soit suffisamment solide et fort pour montrer aux Français que oui, notre horizon n'est pas un horizon dans lequel le Rassemblement national peut et doit gagner. Merci Laurence. Et samedi prochain, c'est le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et les associations féministes, justement, appellent à manifester pour dire stop à l'extrême droite, face, disent-elles, à la banalisation des idées d'extrême droite qui prônent la misogynie. Vous partagez cette crainte, vous ? On voit des mouvements réactionnaires à l'œuvre partout dans le monde. Et en France ? On l'a vu notamment avec la réélection du président Trump. Mais en France ? Écoutez, en France, heureusement, ces idées, elles sont très minoritaires. Elles existent. Elles existent. Vous savez, il n'y a pas un abri au-dessus de la France qui ferait qu'on serait protégé de ça. Et donc ces thèses dites masculinistes, virilistes... Qui les porte en France ?
Oui, peut-être des Éric Zemmour, en effet, mais heureusement, ça reste très minoritaire. Et moi, je veux surtout qu'on se positionne collectivement pour garantir que les droits deviennent des droits irréversibles. On va célébrer l'anniversaire de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et on l'a fait justement parce qu'on ne voulait pas prendre le risque que des forces réactionnaires demain, après-demain, puissent revenir en arrière. Une minute. Ces dernières années, il y a des mesures qui ont été prises pour encadrer les violences faites aux femmes, pour lutter contre. Ordonnance de protection pour mettre à l'abri les femmes et les enfants, le 3919, les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger. Est-ce que ça a permis de faire baisser le nombre d'affaires de violence? Ça a permis de mieux protéger les femmes. Le téléphone grave danger, c'est la capacité à avoir une activation des forces de l'ordre immédiate. Et on a vu que grâce à l'intervention de forces de l'ordre, un ancien compagnon ou un ancien conjoint qui voulait rentrer au domicile n'a pas pu. Donc oui, ça l'a permis, mais je dis aux femmes, connaissez vos droits. Le 3919, c'est pour les victimes et les témoins qui auraient des doutes sur comment faire et comment agir. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça n'était pas le cas en 2017. C'est aussi en ligne pour les personnes qui sont en situation de handicap et la question des ordonnances de protection. Donc je le dis à celles et ceux qui seraient victimes de ces violences intrafamiliales et conjugales, demandez à bénéficier des ordonnances de protection. Dans presque 7 cas sur 10, ces ordonnances sont accordées pour vous protéger, pour garantir votre sécurité. Merci Aurore Berger d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Réalisation Tristan Nolan.